Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des Fiorinato. Que vous savez, je m'intéresse à l'actualité de l'enseignement du futur. Je rencontre tous ces acteurs dans tous les domaines et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Pauline, qui est chargé et responsable marketing stratégique chez Bouygues Construction, en charge donc de tout ce qui est tertiaire et scolaire. On a eu, nous, l'occasion de se rencontrer à GEM par rapport à un certain nombre de réflexions sur les bâtiments. Et c'est pour ça que je l'ai invité, parce que le campus devient un élément encore plus stratégique. Paradoxalement, après tout ce qu'on a vécu dans le Covid et l'enseignement à distance, on s'aperçoit qu'il y a vraiment besoin donc d'une base. Et puis, quand je vois l'ensemble des projets immobiliers, à la fois de GEM et puis de nos collègues concurrents, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un petit focus donc, dans ce domaine. Fabrice, merci d'avoir accepté donc, cet échange. Et très rapidement, une première question, même si Mhm. elle paraît évidente, pourquoi Bouygues Construction s'intéresse au monde scolaire? Eh bien, c'est assez simple. Lorsque nous avons passé en revue les différents types d'ouvrages sur lesquels nous travaillons, qui pouvaient représenter des marchés stratégiques pour nous, il est évident que certains ont été beaucoup plus rapidement mis en évidence que d'autres. Ça a été évidemment le logement et l'immobilier tertiaire, mais aussi la santé, l'éducation et tous les projets de développement urbain que peuvent être les nouveaux quartiers pour créer des villes durables. Donc l'éducation, bien évidemment, c'est différents types d'ouvrages, bien évidemment les groupes scolaires, les collèges et lycées et forcément les campus, qui sont souvent de vrais quartiers à part entière avec qui sont à la fois des lieux de vie et des lieux d'apprentissage et sur lesquels il y a énormément d'innovations à apporter, de choses à créer. Alors, si on devait définir le campus idéal du 21e siècle, le campus dans lequel nous aurions bien aimé étudier, il y aurait quoi? Ah, déjà je pense que ça va être, je pense qu'on va le définir sous 4 formes, 4 éléments clés. Déjà le premier point, c'est que l'ensemble des bâtiments et des espaces, et des infrastructures, du campus doivent servir à le projet pédagogique de l'établissement. En intégrant la totalité des nouveaux modes d'apprentissage, que ce soit le travail présentiel, distanciel, hybride, proposer des espaces d'enseignement adaptés aux nouveaux modes d'utilisation des espaces, des travails en groupe, des travails individuels, des moments de concentration, des moments d'échange, des moments de recherche. Voilà, et tous ces espaces doivent être à disposition des étudiants, tout en permettant aussi un apprentissage plus diffus, pas forcément sur les thématiques d'apprentissage même de l'établissement, mais aussi, via les circulations, le mélange des populations, que va proposer l'établissement. Les étudiants ont, un fort intérêt à apprendre les codes de la vie en entreprise et ça se fera avec les échanges de communauté entre des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des, des entreprises, des startups, des grands groupes, qui vont favoriser cette éducation. Heu, donc l'aspect, écrin à l'apprentissage est un premier élément avec bien sûr tous les aspects de qualité de vie, qui permettront non pas de se focaliser sur des désagréments comme il fait trop chaud, il fait trop froid, on manque d'espace, on étouffe et cetera, mais plutôt on se sent bien et on peut se concentrer sur l'apprentissage. Donc vraiment la dimension de qualité de vie, dans le campus est très, très importante, bien évidemment de pair avec un aspect de sécurité. Parce que quand on est un peu anxieux, parce qu'on craint pour ses équipements, son matériel, c'est un peu dommage. Donc vraiment garantir la sécurité, des bonnes conditions d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, le campus qui favorise, l'apprentissage. Après, il y a un deuxième aspect extrêmement important aussi, c'est, la compréhension et l'adaptation aux attentes des nouvelles générations. Le campus de demain se doit, à mon avis, d'être totalement exemplaire en matière
d'enjeux climatiques, d'exemplarité écologique pour avoir des matériaux biosourcés, essayer d'optimiser toute la partie économie circulaire et la frugalité énergétique, mais aussi la maîtrise des usages, consommer moins, consommer mieux, utiliser des matériaux sains et bons pour l'environnement, bons pour la santé, favoriser l'économie locale aussi sur des circuits courts, viser le zéro déchet. Et au niveau bâtimentaire, pourquoi pas travailler sur des matériaux beaucoup plus naturels, avec des structures bois, et aussi bien sûr de la frugalité en matériaux qu'on est capable d'optimiser avec la construction modulaire, anticipée par des plateformes numériques qui vont faciliter l'élaboration du projet, en tout cas des bâtiments. Donc, vraiment, la dimension exemplarité écologique est très importante parce que maintenant, les nouvelles générations sont très sensibilisées à tous ces sujets-là et heureusement, c'est d'ailleurs, à mon avis, c'est une très, très bonne chose et vont attendre des établissements comme des entreprises d'ailleurs, les entreprises seront confrontées au même sujet, justement, qui est un engagement en faveur de la biodiversité, de l'écologie, du climat, de la décarbonation, de l'économie circulaire et en soi, c'est une excellente chose parce que ce sont les cadres de demain, ce sont les consommateurs de demain. Et s'ils le font et qu'ils nous incitent tous à fonctionner mieux, ben, on y gagnera de toute manière. Donc, c'est en soi une très bonne chose. Le troisième aspect est assez important aussi. Je m'étale peut-être un petit peu par rapport au Non, non, timing, non, je sais non, pas. allez-y, non, non, on voit bien enfin, comment. Ouais. C'est un projet pour les jeunes générations et puis il y a d'autres éléments. Voilà. Alors, le troisième point, et à mon avis tout aussi fondamental que les deux premiers, c'est le fait que le campus se doit d'être ouvert sur la ville, sur son environnement, sur son écosystème et bien sûr sur l'international. Je pense que vous en êtes totalement conscient. Maintenant, la compétition entre les grandes universités et les grandes écoles se fait à l'international. Ça veut dire que pour avoir une attractivité des talents, qu'il s'agisse des apprenants, que ce soit des étudiants, des jeunes étudiants ou des gens, des alumni qui reviennent, pour se former tout au long de leur vie, il y a vraiment une dimension où bien sûr des chercheurs, des gens qui viennent de l'étranger, des représentants d'entreprises. Le campus doit avoir une dimension d'attractivité, d'accueil en fournissant des services qui vont faciliter la vie, des services d'accueil qui seront proches des codes de l'hôtellerie, hein, bien évidemment. Pourquoi pas intégrer carrément un hôtel au sein du campus, ce qui permet aussi d'avoir une valorisation. Un hôtel peut être vu comme un centre de profit qui va être intéressant pour le campus, mais qui va aussi se valoriser, pourquoi pas, auprès des extérieurs, de populations extérieures et créer des revenus complémentaires. Donc, il y a vraiment une dimension d'attractivité, de bien-être, de service et d'ouverture sur d'autres populations. Ces autres populations vont être accueillies et cet accueil va aussi générer donc une certaine valorisation. Ça peut se faire par l'hôtellerie, bien évidemment, mais ça peut se faire aussi en accueillant des entreprises, en développant un incubateur de start-up qui va donner des bonnes conditions à des entreprises, des jeunes pousses pour se développer, moyennant finance, un accueil avantageux avec toutes les infrastructures numériques et techniques. Ça va être un Fab Lab, ça va être des imprimantes 3D, ça va être des studios de MOOC pour diffuser des savoirs, mais ça va être aussi l'occasion de permettre aussi aux enseignants, aux entreprises et aux étudiants de se côtoyer, comme j'expliquais au début, avec la notion de mélange, de brassage des populations qui est vraiment très, très importante. Voilà, donc cette dimension d'attractivité et d'ouverture sur le monde est vraiment importante. En plus de ça, il ne faut pas perdre de vue qu'un campus, souvent, il n'est pas utilisé la majeure partie du temps. C'est un peu comme les bureaux, malheureusement. En soirée, en week-end, il n'y a pas forcément tous les espaces qui sont aussi bien utilisés qu'ils le pourraient. Et il y a aussi la dimension, pourquoi pas, de valoriser certains espaces et certains services auprès de populations extérieures, ce qui va permettre de générer des revenus complémentaires et donc d'améliorer globalement le budget, l'économie globale du campus pour développer de nouveaux investissements, soit en bien-être, soit en qualité de service pour améliorer les équipements de recherche ou les outils de travail des enseignants. Voilà, donc cette approche
d'ouverture sur la ville et à la fois un vecteur d'attractivité, mais aussi un vecteur, pourquoi pas, de revenus complémentaires qui peuvent permettre de valoriser tous les atouts du campus. Et le quatrième point? Et le quatrième point, alors c'est un point qui est plus propre à la qualité du bâti qu'un constructeur comme nous va pouvoir livrer. Ce point-là, bah, forcément le bâtiment ou les bâtiments, parce que dans le cadre d'un campus, il peut y avoir plusieurs bâtiments et des aménagements urbains aussi, doit être vraiment, sans tâche, sans faute, et le plus efficient possible dans une optique de durabilité, de pérennité du bâti et des infrastructures techniques, en évitant bien évidemment des technologies qui ont un trop fort risque d'obsolescence, en permettant la connectivité, mais aussi une maintenabilité à moindre coût des équipements. Donc il y a vraiment une dimension de ROI, de retour sur investissement et de facilité et de financiarisation quelque part de ces aspects-là. Mieux le bâtiment va être conçu et réalisé et plus finalement la maintenance sera aisée et peu chère. Donc finalement, des fois, c'est en investissant un petit peu sur certaines technologies, certaines solutions qui peuvent paraître en apparence un peu plus chères, qu'on se retrouve avec des économies de coûts d'exploitation assez significatives. Et ça, on est capable de le faire puisque, on est non seulement capable d'être en tant que Bouygues Construction, des concepteurs, des réalisateurs, mais aussi des exploitants mainteneurs. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que finalement, plus tôt l'exploitant mainteneur est pris en considération dès la conception du projet, et mieux ce sera. D'ailleurs, il n'y a pas que l'exploitant mainteneur qui doit être pris en considération. Finalement, c'est l'intégralité des parties prenantes du campus et jusqu'aux étudiants, voire même le voisinage, quand il s'agit de concevoir un projet d'évolution du campus qui doit être pris en considération et c'est en ça que ça doit être important que le campus soit ouvert sur la ville. En tout cas, en ce qui concerne le bâti, et toute la phase d'exploitation maintenance qui constitue la plus grande partie de sa vie, hein, de son cycle de vie, heu c'est aussi important de savoir gérer des travaux en site occupé, avec des fortes contraintes pour ne pas gêner, le fonctionnement de l'établissement. Il y a rien de pire que d'entendre des bruits quand on essaie de faire une visioconférence, avec des gens qui sont, à 3000 kilomètres. Donc ça, ce sont des choses qu'on est tout à fait capable de faire. Mais donc cette quatrième partie, c'est un peu le passage obligé et c'est pas forcément ce qu'on essaie de mettre en avant dans notre discours, même si on sait le faire. Forcément, on a quand même l'habitude chez Bouygues des moutons à 5 pattes et des projets à forte technicité, et sous forte contrainte. Donc bon, voilà, on sait le faire, mais ce qu'on veut surtout montrer, c'est qu'on est capable de comprendre les enjeux des campus et des établissements, mais aussi des utilisateurs des campus. Ok, quand vous parlez du voisinage, c'est s'il y a des résidences étudiantes et les soirées, donc le jeudi ou le week-end. Voilà, par exemple. Dans tous les éléments, alors c'est vrai que le premier sur la partie projet pédagogique, donc ça paraît donc évident. En tant que nouvelle génération, c'est vrai que ça sont des choses qui sont en train donc de changer. Dans la dimension attractivité, parce que c'est un débat récurrent en France, on va dire quasiment tous les 25 ans. Le campus centre-ville ou à l'extérieur de la ville? C'est une bonne question. Honnêtement, ça va dépendre, alors, en fait, chacun a ses avantages. Des fois, ça va dépendre tout simplement du foncier disponible. Parce qu'une grande école ou une université peut avoir besoin de s'étendre et malheureusement en centre-ville, c'est assez peu évident. Il y a des fortes contraintes et on ne peut pas forcément rajouter des étages, même si dans certains cas, ça peut être une solution. C'est clair qu'un campus en cœur de ville, va avoir des gros avantages en termes d'accessibilité, en termes de facilité de services et cetera, ne serait-ce que pour la vie culturelle et sociale qui est indispensable pour les étudiants et pour les enseignants aussi, pour tous les collaborateurs du campus d'ailleurs, hein. Mais pour les étudiants, on sait que c'est très important aussi. Je me rappelle de quelques très, très bonnes soirées, quand j'étais à la fac. Mais après l'avantage aussi d'un campus, excentré en zone périurbaine,
permet aussi d'avoir d'autres atouts. Alors certes, l'accessibilité sera un peu plus contraignante mais ça peut se compenser, par exemple, par la mise en place de bus et de navettes dédiés au campus pour aller ramener jusqu'aux zones de transport en commun, voire des accords avec des sociétés de transport en commun pour faciliter ces mobilités. Un campus qui va être excentré aura beaucoup plus d'enjeux de développement, d'être beaucoup plus autonome en termes de services culturels et sociaux et sportifs, pour permettre aux étudiants qui vont y vivre de ne pas s'enquiquiner, de ne pas être tentés d'aller voir ailleurs tous les week-ends ou tous les soirs pour avoir une vie, tout simplement. Donc, du coup, il y aura sans doute un enjeu de maximiser la vie associative, la vie culturelle, la vie sportive sur ce campus, en intégrant ou en mettant à disposition des espaces pour favoriser cette vie. On n'est pas obligé de forcément construire pour ça. On peut envisager dès le départ du projet certains espaces qui vont être adaptés à un usage de cours en journée et aussi un usage plus ludique, festif ou sportif en fin de journée ou en week-end. En rebondissant un petit peu là-dessus, vous l'avez évoqué en disant qu'il y a peut-être la possibilité de maximiser un peu de chiffres et rentabiliser donc ce campus avec d'autres activités. Est-ce à dire que peut-être qu'à un moment donné, il y aura un rapprochement entre l'entreprise et l'école avec des campus en commun? Et d'ailleurs, beaucoup de nouveaux sièges sociaux d'entreprises s'intitulent ou sont surnommés les campus. Alors, l'hybridation à ce niveau-là, à mon avis, ce sera, il faudra qu'on y vienne à un moment ou à un autre. Je sais que dans les grandes écoles privées, cette interpénétration va être de plus en plus importante. Le simple fait pour un campus d'accueillir des entreprises, déjà, commence à aller dans ce sens-là. Après, que des grandes entreprises investissent sur le campus même, pourquoi pas aussi? Et c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait envisager dans le cadre de partenariats publics-privés à terme. Ça peut être le cas, et d'autant plus que faut pas perdre de vue que les étudiants d'aujourd'hui ou de demain seront les futurs collaborateurs d'entreprises. Donc, et les grandes entreprises peuvent avoir beaucoup de mal à recruter, parce Ce qui est le qu'on cas à sait. l'heure actuelle, du fait Tout à fait. On connaît bien la situation, même nous, on a du mal à pourvoir certains postes et ça peut être assez complexe. Donc, finalement, quelqu'un qui aura déjà, dans le cadre de son école ou de son université, eu des relations et créé un réseau de connaissances avec une grande entreprise, pourra plus facilement et plus naturellement l'intégrer, puisqu'il en connaîtra les codes, il connaîtra une partie des modes de fonctionnement, il aura déjà quelques réseaux de relations à l'intérieur. Il connaîtra aussi les valeurs de cette entreprise. Donc, ça facilitera énormément, encore plus qu'actuellement, la possibilité de faire ces passerelles. Et ça facilitera aussi l'accès au monde du travail à tous les jeunes étudiants. Après, au niveau investissement financier, je ne suis pas forcément bien placé pour me positionner là-dessus, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à aller de plus en plus dans ces directions-là. Et c'est peut-être même alors peut-être pas au sein même d'un campus global, mais sur des antennes de campus ou pour des chaires, je sais que ça se met déjà en place, hein. Il y a des chaires des chaires sur, par exemple, que nous finançons côté Bouygues Construction, sur la robotique, sur l'impression 3D, sur les nouvelles technologies de construction. Donc, ce sont déjà des choses qui sont envisageables. Je sais aussi que certaines startups avec lesquelles on travaille font régulièrement appel à des enseignants-chercheurs et à des étudiants pour creuser certains sujets, comme par exemple tout ce qui est lié au biomimétisme. Et même nous, au niveau de notre R&D, on fait régulièrement appel à des équipes d'enseignants et de chercheurs. Alors, ce campus du futur, comment il fait rêver. J'allais dire, tout ça coûte cher. Comment on peut financer? Puis vous l'avez dit également, c'est peut-être l'apparition de nouveaux métiers pour lesquels nous ne sommes pas compétents, puisque notre cœur de métier et d'expertise, c'est de recruter des étudiants, de les former, de les accompagner dans leur développement personnel.
comment on peut mettre en place tout ça, parce qu'encore une fois, on sort de nos zones d'expertise. Alors là, il y a plusieurs niveaux de réponse en fait dans votre question. Déjà, concernant le fait que ça coûte cher, euh, potentiellement, oui et non, parce qu'en fait, il s'agit quelque part d'investissement. Des fois, c'est ce que j'expliquais, enfin, moi, je prends souvent l'exemple d'un matériau de Saint-Gobain qui s'appelle sèche qui vient de qui est une sorte de verre dont on peut gérer la teinte en fonction en fonction de la luminosité extérieure et de la chaleur de la température extérieure. En fait, on laisse plus ou moins rentrer les UV et le rayonnement solaire dans le bâtiment en fonction des réglages qu'on attend. Bon, cette technologie coûte environ 80% plus cher qu'un vitrage classique. Mais en termes d'économie d'énergie et d'équipement de chauffage, on s'y retrouve en bout de 2-3 ans. Donc finalement, quand on est sur une vision en coût global d'un projet de campus, et d'ailleurs c'est valable aussi bien pour tout autre type de bâtiment, en fait, on se rend compte que certains investissements initiaux coûtent un peu plus cher, mais ont une rentabilité assez rapide finalement sur toute la durée de vie du bâtiment. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux déjà, dès le départ, investir sur des aspects ERP, des espaces ERP pour pouvoir accueillir du public et valoriser certains espaces? Donc, ça veut dire évidemment des équipements et des réglementations à respecter dans certains espaces, mais ça veut dire aussi que ces espaces-là, on pourra les valoriser et proposer des événements, on pourra proposer des boutiques éphémères, on pourra proposer vraiment ce qu'on veut, des espaces de coworking pour des télétravailleurs avec une valorisation à l'acte. Voilà, alors certes, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement qui rapporte de l'argent sur la durée, que ce soit en économie d'énergie, en économie de matériaux ou en valorisation d'espaces et de services. Par exemple, si sur le campus, vous avez une laverie qui a été installée, est-ce que cette laverie n'aurait pas intérêt à être partagée avec les habitants du quartier si vous êtes en cœur de ville? En faisant en sorte que cette laverie soit accessible de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut penser des espaces pour cette accessibilité. Mais c'est aussi valable pour un auditorium qui peut être un espace de projection cinématographique ou d'événements, pour des salles polyvalentes qui peuvent être louées pour des séminaires d'entreprise ou des choses de genre. Voilà, il y a tout un panel de possibilités qui doit être pensé à l'avance avec des conditions d'accessibilité et de valorisation. Et parmi les métiers qu'il faut sans doute intégrer, c'est quelqu'un qui va être un opérateur des espaces et des services pour les valoriser en interne auprès de la vie associative, pédagogique, etc., mais aussi en externe auprès d'entreprises, de start-up, de chercheurs, etc., etc. C'est là où j'allais en venir. Pour nous, encore une fois, on sait gérer une école en tant que telle. Là, on rentre dans de nouveaux métiers, avec quasiment du facilities management au sens large du terme. Est-ce qu'il n'y aura pas de l'émergence de nouveaux modèles ou de nouveaux acteurs qui nous permettront de bien gérer ce campus, tout en, parce que quand on discutait avant cet entretien, tout en étant focalisé sur notre projet pédagogique, parce que c'est l'essentiel. Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, ces nouveaux métiers sont déjà en train d'émerger. C'est quelque chose qu'on suit de très très près. Il y a 2 ans, on avait identifié un acteur qui travaillait sur l'intensification d'usage des espaces. Maintenant, on en est à 7 ou 8. Et c'est des gens qu'on suit de très près, avec lesquels on noue des relations, des partenariats. C'est typiquement le genre de métier qui va, à mon avis, croître de plus en plus, parce que ce soit dans des bureaux ou sur des campus universitaires, des grandes écoles, ou pourquoi pas même des pôles hospitaliers, il peut y avoir des sujets de ce type-là. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui se sont créés au fur et à mesure, notamment avec le digital. Et clairement, d'ailleurs, cette valorisation des espaces va passer bien évidemment par un opérateur, mais cet opérateur va beaucoup se reposer sur les infrastructures numériques qui permettront à la fois de gérer de façon sécurisée les accès, de valoriser les espaces en sachant que il y a une personne à un endroit donné, donc on ne peut pas louer cette salle, par exemple. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Et ce genre d'acteurs, effectivement, sont en train d'émerger avec des modèles économiques qui peuvent être très variés, des positionnements plus ou moins en amont dès la création ou lors de la phase d'exploitation.
Voilà, c'est des choses qui nous intéressent vraiment au plus haut point. Parce que, finalement, l'intensification d'usage, l'hybridation d'usage des espaces, permet aussi d'être dans la frugalité en termes de matériaux, de bâtiments. Finalement, on va plus utiliser les bâtiments, ce qui nécessite forcément d'avoir un peu plus d'exploitation et maintenance, en tout cas une exploitation maintenance plus efficace. Mais du coup, ça nous permettra de moins construire et surtout de construire des bâtiments plus pérennes et plus durables. Autre question, comment, donc, pour réfléchir à tout ça, je suppose que vous avez rencontré beaucoup d'acteurs de l'enseignement supérieur français. Quelques-uns. Euh, en termes de réflexion, est-ce que tout le monde est dans la même direction ou alors est-ce que pour vous, ça a été un petit peu compliqué parce que chacun avait sa propre vision du campus, ou j'allais dire, où vraiment tout le monde arrive à bien définir ce que sera ce campus du futur? Alors je pense qu'il va y avoir alors globalement, les gens sont alignés sur les 4 points que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, sur le bâtiment, qui va, favoriser la pédagogie, l'exemplarité, environnementale, sur, l'ouverture, sur le monde et sur la ville avec la dimension d'attractivité, et bien sûr l'excellence du bâtiment produit, livré et exploité. Ça sont des grandes lignes, mais après, il va y avoir une infinité de nuances en fonction principalement, de la localisation géographique. Comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, est-ce que le campus est en zone urbaine, en cœur de ville ou excentré? Avec des stratégies, complètement différentes, d'aménagement, de gestion des espaces et cetera. Mais les grands thèmes sont bien là, effectivement, et après, tout va dépendre de la contrainte. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, un campus en cœur de ville va avoir certaines facilités et certains aspects qu'il n'aura pas à gérer, puisque les circulations seront assez évidentes, il y aura beaucoup de services aux alentours, ce qui ne sera pas forcément, mais il aura d'autres contraintes. La contrainte notamment d'évolutivité, comment il va gérer une extension? Ça veut dire qu'il faudra, ça sera un peu plus complexe. Un campus qui sera en zone excentrée avec, 20 hectares de parc, à disposition n'aura pas du tout les mêmes contraintes. Mais par contre, il y aura la contrainte de l'accessibilité et le fait de proposer un maximum de services en local. Cette enquête a fait ces réflexions, vous les avez faites au niveau enfin, français. Est-ce que vos homologues à l'étranger ont également le même type de démarche et est-ce que vous avez l'occasion d'échanger? Alors bien évidemment, c'est, en fait, l'approche qu'on a eue est vraiment d'échanger avec, les différentes implantations du groupe, en Europe et à l'étranger. On s'est quand même focalisé pour le moment sur la dimension européenne, principalement avec la Suisse et le UK. Alors, est-ce vraiment la Suisse? Est-ce vraiment l'Europe? On peut encore se poser la question. On n'est Mais pas en dans tout la cas, géopolitique, ça va là. voilà. Voilà, en termes géographiques, en tout cas, en Angleterre, ils ont une approche très différente, même si les enjeux sont finalement les mêmes, mais la façon de la mettre en œuvre n'est pas tout à fait la même. L'étudiant va être vu comme un client, au sein d'une résidence étudiant, par exemple, et il y a de plus en plus de résidences étudiants avec service, qui embarquent des salles de sport, des salles de conférences, des salles de cinéma, des restaurants, et cetera, pour, finalement amener, le maximum de confort et maximiser l'expérience utilisateur en relation, bien évidemment, avec les facs avoisinantes, qui ont elles-mêmes un énorme besoin de se réinventer, de se moderniser. Il y a des très, très gros marchés en jeu actuellement, mais avec une espèce de démarche, à la fois publique et privée. Par exemple, pour les résidences étudiantes, on a mis en place une joint venture pour créer une structure qui s'appelle YouLiving et qui développe un concept de résidence étudiant avec service. Chose qui, pourrait arriver en France, mais l'approche n'est pas tout à fait la même et ça le marché n'est pas structuré de la même façon. En Suisse, là où il y a, les enjeux sont à peu près similaires, mais le marché, là aussi, est structuré d'une façon complètement différente de la Grande-Bretagne, puisque, il y a des principes de canton, il y a on va beaucoup plus travailler en corps d'État séparés, alors que sur la France, on peut travailler sur les campus en entreprise générale.
Donc les approches sont assez complexes et assez différentes. Donc, par contre, on a pu réussir, pareil, dans la même logique, à proposer des très, très beaux projets de résidence étudiants et de campus, en intégrant des services, mais pas valorisés tout à fait de la même manière qu'en Angleterre ou en France. Merci. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Le rituel, c'est à la fin, on inverse les rôles. C'est l'invité qui pose la question. Quelle est la question que vous auriez aimé me poser? C'est une question à laquelle je n'ai pas forcément réfléchi pendant que je répondais au vôtre, mais hem, ouais, je dirais, je me pose la question quand même de savoir comment le Grenoble École de Management envisage d'améliorer son attractivité, auprès des générations actuelles? Parce que moi, j'ai des éléments de réponse, mais est-ce que, les vôtres sont les mêmes? Et comment vous envisagez ça, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va avoir envie d'aller à Grenoble École de Management? Il- Alors, ça va dépendre en fait de l'expérience étudiant qu'on va lui proposer. Euh, et juste avant l'expérience étudiant, le critère. Alors, là aussi, peut-être, je vais reprendre votre distinction en disant il y a la France et d'autres pays. Sur les étudiants français, le premier critère de choix est le classement. Ouais, c'est l'élément ou accréditation dans lequel l'étudiant va faire sa shortlist et il va plutôt choisir le classement et ensuite l'école. Pour les étudiants étrangers, c'est un petit peu différent. Ils vont faire une présélection alors, à base de classement et d'accréditation et ensuite ils vont plus rentrer dans les contenus et dans le projet de l'école. Euh, voilà, donc c'est ce qui va les intéresser. Ensuite, ce qui est important dans notre domaine, c'est la réalisation de la promesse, c'est-à-dire est-ce que les étudiants ont trouvé le job de leur rêve dans l'entreprise de leur rêve au salaire de leur rêve et qui permet la bouche à oreille et puis également de la recommandation. Et derrière, eh ben, comment ça se passe? C'est le service et c'est l'expérience étudiant et l'expérience étudiant étant quelque chose que je définis comme étant la somme des activités pédagogiques, salle de classe, hors salle de classe, parapédagogiques et autres, qui font que l'étudiant, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, se sent bien et donc se dit, bah oui, bah finalement, j'ai passé un très très bon moment. Donc ça suppose beaucoup de services, Mmh. savoir où se met la limite. Ça suppose également, effectivement, un campus. Alors, j'allais dire, un campus qui soit à la fois un lieu de vie sociale pour ceux qui sont proches du campus, mais également peut-être de plus en plus des campus jumeaux qui Mmh. permettent à nos étudiants, hein, puisque notre force est de pouvoir proposer des doubles cursus, des séjours à l'étranger, des années césure, de l'alternance, et on a des étudiants dans le monde entier, de se dire en complément de ce campus physique, j'ai la possibilité de rester en contact avec mon école, alors soit par un campus jumeau, soit par quelque chose que je devine peut-être dans quelques années, qui seront des tiers-lieux, en commun avec les entreprises, hein, d'où également ma question tout à l'heure, et de se dire, bah oui, où que je sois, il y a un lien possible avec Gênes. Mmh. OK. Bon, ça recoupe de nombreux sujets qu'on a en tête aussi, effectivement, ouais. Voilà, bah écoutez, ça fera peut-être l'occasion d'autres discussions. Merci Plaisir. beaucoup donc, pour cet échange. Et donc, je rappelle, donc, vous êtes le responsable marketing stratégique pour l'immobilier tertiaire et scolaire. Et puis, encore une fois, ça a permis de montrer que le bâtiment devient un élément essentiel. J'ai bien aimé votre expression, un écran au service d'un projet pédagogique. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À bientôt.